plaisir pour moi de venir vous parler d'une de mes passions, à savoir ce que je regarde, ce que je photographie sur les murs depuis pas mal d'années, comme vous allez le constater. Alors, quelle idée ai-je eu de m'engager à vous parler de ça en un temps limité? Déjà, ne serait-ce que pour définir le street art. Qu'est-ce que le street art? On a le plus grand mal et je n'arriverai pas à vous donner une définition. Je vais poser plus de questions que ce que je vais donner de réponses ce soir, évidemment. Et je vais vous proposer simplement de nous promener à travers certains textes. Vous allez voir une petite bibliographie apparaître. Et surtout, un parcours en images qui fait émerger des questions. Des questions dont les réponses, il n'y a qu'à voir justement encore l'article du Monde de la semaine dernière, effectivement, mais tous les ouvrages qui paraissent sur la question n'arrivent pas à résoudre. Et le passage de la rue au musée pose des problématiques encore plus importantes pour les artistes de la rue, parce que justement, c'est dans la rue, c'est pas dans des musées, c'est pas dans des galeries, c'est pas dans des ventes aux enchères de maisons célèbres. Donc voilà, la littérature sur ces questions, on va la voir, elle est foisonnante, on fera un petit tri. La question de la définition du street art va être difficile à résoudre, elle ne le sera pas ce soir. Je vais utiliser un texte de Brassailles qui va nous servir de guide, donc on va voir apparaître Brassailles dans la littérature. Et je vais vous montrer d'abord deux diapositives qui nous interpellent sur ce que je montre déjà. C'est-à-dire déjà sur la question qu'est-ce que le street art? On va regarder ces deux premières diapositives. Voilà, il y a des choses absolument variées là-dessus, comme vous le voyez. Bon, d'abord, Brassailles Graffiti, un des exemples de son fameux livre de 1960, qui est une référence dans l'histoire de la photographie et dans l'histoire du graffiti. Brassailles a photographié des graffitis tels qu'on les entend au sens classique, à savoir le cœur avec les initiales des deux amoureux, ou le cœur traversé par une flèche, ou un animal vite dessiné sur un tronc d'arbre, sur une pierre avec un clou, etc. etc. C'est-à-dire c'était le graffiti tel que l'a photographié Brassailles, des années 30 aux années 60. On verra le lien avec Picasso dans un extrait de texte tout à l'heure d'ailleurs. On le retrouve aujourd'hui, ce genre de graffiti. Vous avez l'exemple de Lisbonne, là-haut, graffiti gravé sur piliers de métal. C'est une photo que j'ai prise il y a tout juste un mois. C'est dans l'esprit des graffitis photographiés par Brassailles. Donc ça, c'est une tradition. Et puis après, vous voyez ce qui apparaît ici. Donc, il y a à la fois l'anonyme de la Seine-sur-Mer en bas, qui n'est pas si anonyme que ça, parce que je les avais rencontrés, les taggeurs qui faisaient ça à l'époque. Bon, ben là, c'est les lettres, c'est ce qu'on appelle le writing ou le tag, qui nous vient au départ des États-Unis essentiellement, à la fin des années 60 et début des années 70. C'est toutes ces lettres qui ont envahi nos murs et qui ont été considérées comme du vandalisme et de la dégradation, à raison et à tort quelquefois. Enfin, bon, le problème va être posé puisqu'on va aborder la question de la loi par rapport à ça. Et puis vous avez les mosaïques de Space Invader qui sont maintenant connues dans le monde entier. Vous avez ces zones comme celle de Berlin au bord de la Spree, là ce sont des anciens entrepôts qui sont pas squattés par des taggeurs, mais habités, parce que le propriétaire de toute cette zone les a autorisés à y vivre. Ils y ont même leur galerie, leur librairie, etc. Et ça évolue sans arrêt, les murs évoluent sans arrêt. Donc ils font des vernissages. Quand ils ont fini un mur, il y a une soirée vernissage, et puis le mois d'après, le mur il a disparu, c'est autre chose qui apparaît, etc., etc., sur 2 km de long, au bord de la Spree à Berlin. Et puis vous avez évidemment les pochoirs. On va voir que c'est une tradition française plutôt, le pochoir, dont Jeff Aerosol est un représentant connu et reconnu aujourd'hui. Vous avez les messages plus ou moins bien orthographiés, comme celui d'Auch en 1993, Stop la violence. Donc on va se poser la question des messages à travers les œuvres de street art. Alors je parle d'artistes, je parle d'œuvres, parce que sinon c'est très difficile de trouver les mots. Je regroupe tout ça pour l'instant sous le terme d'artistes pour les personnes et d'œuvres pour ce qu'ils font. Après, à vous de juger si ce sont des artistes et des œuvres, mais c'est un raccourci. Le scratching de Wills à Lisbonne, bon, Wills est maintenant connu dans le monde entier et sa méthode est très particulière, d'attaquer un mur au marteau-piqueur, au marteau et au burin, et de faire apparaître le visage avec ce qui est derrière l'enduit du mur. Il a fait des murs monumentaux maintenant. Bon, il y a eu une exposition énorme à Lisbonne, dans le musée de l'ancienne usine électrique de Lisbonne.
au début de l'année. Et Wills est connu dans le monde entier et a des commandes un peu partout. Voilà, vous avez ici Pokrok et son fameux Antifa à Berlin aussi. C'est un grand mur aussi. Je vais poser la question des murs peints, du muralisme, et ça va remonter très loin, le muralisme, on va voir. Bon, est-ce que ça a été une commande? Est-ce qu'il l'a fait illégalement? Mais alors de quelle façon? Parce qu'il faut arriver à peindre un mur comme ça, à faire, c'est la nuit, c'est en descendant en rappel le long du mur, etc. Donc voilà toutes les questions que ça pose. Et puis on voit des choses tout à fait originales comme One Truth, qui est aussi connu maintenant. On voit en bas quelque chose de beaucoup plus fouillé, de plus abstrait, etc. etc. Donc on voit apparaître ici les styles, les messages que ça peut véhiculer, et puis le fait qu'il y a des noms là-dedans qui sont déjà des noms connus, c'est-à-dire la question du passage de la rue au musée et au monde marchand, en fait. Donc sur cette deuxième diapositive, d'autres exemples, hein, c'est pour vous montrer la variété de ce qu'on peut voir sur les murs quand même, que ce soit cet œil, donc là c'est les affiches collées, hein, c'est un détail, que ce soit ce dessin sur le bunker qui est près du port de la Londe, au bord de mer, hein, si jamais vous vous y promenez, vous l'avez vu, il est tagué depuis très longtemps. Que ce soit la référence à la bande dessinée, j'y reviendrai tout à l'heure, au cinéma, que ce soit Désobéissance, comme tout à l'heure Stop la violence, ça c'est du message pur et dur, du message écrit. La bande dessinée avec Tintin, le crabe aux pinces d'or, ou des choses plus abstraites, mais alors là se pose la question aussi du regard à ce moment-là du photographe sur l'œuvre. Parce que moi il m'arrive très souvent d'isoler des morceaux de ce que je vois et de me faire mon propre tableau. Donc après, il y a la réinterprétation, et là, je l'ai mis exprès, ça, parce que c'est une réinterprétation. Si vous voyez le mur dans son entier, vous ne voyez pas ce détail. Et il y a souvent des détails comme ça. On a notre propre culture, donc je vais arriver à isoler un détail qui va me faire penser à Picasso, ou qui va me faire penser à Miro. Mais là, c'est le regard du photographe. Avec sa culture. Et donc, il faut faire attention aussi aux images qu'on nous montre. Parce que les images qu'on nous montre peuvent être aussi des réinterprétations de ce qui a été fait sur le mur. C'est intéressant aussi en soi. Voilà, donc, et puis en bas, j'ai mis une photo de quelqu'un, voilà, par rapport au monde de l'art, de Weil, dont j'ai fait la connaissance lors du vernissage de cette exposition dans cette galerie à Marseille il n'y a pas si longtemps. Qui était très content que je le prenne en photo devant son œuvre, parce que c'est la première fois qu'il exposait. Il exposait en même temps que Jeff Aerosol, par exemple, dans le même vernissage. Donc il en était évidemment très fier. Et j'ai discuté avec lui, et c'est des témoignages aussi, parce que j'en ai rencontré beaucoup, évidemment, lors de mes pérégrinations, de mes voyages, un peu partout. Et je ne fais pas des interviews, enfin, ça y revient un peu. Et en fait, voilà, des garçons comme ça, pour l'instant, vous disent j'ai fait cette œuvre parce que, l'œuvre que vous voyez là, derrière lui, parce que j'allais faire une exposition pour une galerie, donc ça, c'est un style, c'est un format, c'est un support, mais je ne peux pas m'empêcher de continuer à aller dans la rue parce que le support, c'est la rue qui me l'impose, et le support fait partie autant de mon œuvre que ce que je mets dessus. Et ça, on le retrouve dans les propos d'énormément d'artistes depuis longtemps, y compris par exemple Ernest Pignon-Ernest, dont on verra un exemple tout à l'heure, hein, qui est reconnu, qui est une célébrité maintenant depuis fort longtemps avec ses affiches collées, et qui le dit, qui l'a répété, que le support et le cadre, le lieu où il va le faire, a autant d'importance que ce qu'il met dessus. Voilà. Donc ça, c'est un discours qu'on retrouve assez souvent. Bien, je vais maintenant, avant d'avancer sur toutes ces questions, je vais parler de la littérature relative au street art. Alors, elle est foisonnante. Le nombre d'ouvrages qui paraissent, le nombre de revues consacrées à ça, c'est impressionnant. Sans parler du nombre de sites Internet, évidemment. Internet a révolutionné aussi la pratique du street art, hein, et heureusement pour certains et malheureusement selon d'autres, hein, parce que la visibilité est devenue mondiale, mais dénature un petit peu le street art en soi. Et donc cette littérature est impressionnante, foisonnante. Très souvent, ce sont des ouvrages uniquement de photos, donc sans grand intérêt, puisque les photos, autant les regarder sur Internet, il y en a des milliers de sites et des milliers de photos. Mais il y a certains ouvrages, déjà depuis une trentaine d'années, qui font un petit peu référence.
Je vais en montrer quelques-uns, ce n'est pas exhaustif évidemment, sur lesquels je me suis appuyé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les ouvrages de photos avec les textes des artistes eux-mêmes. Parce que là, on a des témoignages vraiment, je dirais, in situ et in vivo de ces personnages. Et j'en donne un exemple avec, à gauche en haut, Nebet, donc, qui est un artiste maintenant qui commence à être reconnu à Paris. Il a fait une exposition dernièrement dans une galerie. Il a des commandes de la municipalité de Kremlin-Bicêtre où il vit. Et il a sorti cet ouvrage des graffitis qu'il faisait sur les murs, dans le style writing, c'est-à-dire tag. Hein, c'était la génération du tag, ça. Il y a toujours des tags, hein, la génération se renouvelle, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est le texte qui est à côté. Parce qu'il nous dit, il nous donne une des raisons. Il nous parle de la passion, de l'acte qu'il commet. Hein, quel plaisir de sentir dans mon sac les bombes s'entrechoquer, de marcher vers un lieu inconnu. Peinture, cap, rouleau, tout est prêt. Dernier coup d'œil à 360 degrés, ça c'est la peur, c'est le risque, puisque c'est illégal. D'accord ? C'est parti, l'instant est magique. Tel un bâton de dynamite, les teintes explosent, les peintures éclaboussent et les murs, ivres de couleurs, se dégrisent, laissant apparaître un carnage doré. Donc, ils se dégrisent, les murs. Et donc il y a l'émotion, le risque, le matériel dans le sac, et il y a le fait qu'on vient changer le paysage, on vient dégriser les murs, c'est lui qui le dit. Donc on a des témoignages comme ça qui sont tout à fait intéressants pour savoir quelles sont les motivations. Et moi quand je rencontre ce genre de personnes, ou quand je vais in situ et que je tombe sur des groupes de taggeurs qui sont en train de faire un mur par exemple, c'est la première question que je leur pose. Pourquoi ? Quand avez-vous commencé et qu'est-ce qui vous a motivé quand vous avez commencé ? Et souvent c'est l'exemple. Ils ont été marqués par quelque chose qui était sur un mur, ils ont eu envie de faire pareil. Voilà. Il y a un exemple, Pedro à Paris, qui fait uniquement des pochoirs et qui m'a dit c'est le jour où j'ai vu un pochoir du battleur, on va en voir passer dans mon exposé. J'ai été fasciné par ce qu'il faisait et j'ai voulu faire pareil. Et à partir de là, je me suis mis à faire des pochoirs et je n'ai jamais arrêté. Et Pedro, il a 55 ans, ou entre 55 et 60 ans. Il a son atelier dans la rue des Noyers à Paris, dont on va voir des images, et il continue ses pochoirs. Donc sa motivation, ça a été ça. Il a vu un jour un pochoir du battleur et ça a été... Bon, il avait commencé avant à faire des choses sur les murs, mais ça lui a donné une voix. Voilà. Donc là, je cite comme autres ouvrages, évidemment, le Brassailles Graffiti, sur lequel je vais m'appuyer. Le Jack Stewart Graffiti Kings, qui date de 2009, mais enfin qui a été écrit avant, et c'était une thèse de Jack Stewart, en fait, sur l'explosion des graffitis à Philadelphie, New York, et puis après sur tous les moyens de transport, les métros, les trains, etc., etc. Donc c'est un ouvrage qui fait référence, c'était une thèse au départ. Le numéro de la revue Tribu de 1985, l'ordre du graffiti, qui est très intéressant du fait des thématiques abordées. Les sujets sont très variés, les approches sont très variées, et du fait des illustrations et du fait des témoignages aussi des artistes dans ce numéro. Le texte de Jean Baudrillard, un philosophe quand même, qui dès 1976, en France, on était tout au début de l'arrivée du graffiti des États-Unis. On avait une autre culture. On avait déjà la culture des affiches, des pochoirs, et Baudrillard écrit sur Cool Killer et l'insurrection par les signes. Il donne son interprétation. On verra des extraits de son texte tout à l'heure, donc en 1976, donc au moment où ça se produit. Et puis un livre qui, à mes yeux, va certainement être une référence dans l'histoire du street art, c'est le livre de Christophe Genin, Le street art au tournant, parce que Christophe Genin est à la fois un philosophe et philosophe de l'art à la Sorbonne et de l'art actuel. Et il est passionné par le street art aussi, donc il a une approche à la fois philosophique, sociologique, d'histoire de l'art, etc., du street art. Et donc son livre est très fourni, très dense et apporte beaucoup d'éléments et pose beaucoup de questions aussi. On verra des extraits de ses textes tout à l'heure.
Ah oui, il y a encore, excusez-moi, il y a une deuxième diapositive avec le Planet Graffiti de Nicolas Gans. C'est beaucoup de photos, mais ça a l'avantage de présenter les graffitis continent par continent, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a eu que les États-Unis et l'Europe. Le graffiti existe partout, évidemment. On en a maintenant évidemment beaucoup d'exemples sur Internet et dans des ouvrages, et il existait même peut-être avant d'apparaître chez nous. Là aussi, vous savez, c'est comme en histoire des sciences, hein. On croit que tel concept a été inventé en Grèce ou à tel endroit, et puis on s'aperçoit petit à petit qu'il a peut-être été inventé avant en Chine ou à tel autre endroit, quoi. Voilà, on est un peu dans la même logique, on découvre des choses maintenant par rapport à l'histoire de ce street art. Alors il fait ce travail continent par continent, alors que Louis Brou, ouvrage très illustré aussi, le fait par style et genre et technique. Le livre de Stéphanie Lemoine et Julien Terral est passionnant aussi. Sa philosophie est un peu dans le même esprit que celui de Christophe Genin, mais avec aussi des témoignages tout à fait intéressants d'artistes eux-mêmes. Elle en a fait après un petit livre dans la collection Découverte Gallimard, qui est très fourni, très documenté, qui remonte au temps des affiches et de la publicité au début du XXe siècle. Et puis, on a déjà vu un livre issu d'une thèse. J'ai mis aussi une thèse ici pour marquer le fait que le street art génère énormément d'études. Il y a énormément de thèses qui sont produites sur le street art depuis une quinzaine d'années, de mémoires de master, de thèses, etc., dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple à droite de la diapositive. Alors, je vais rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet avec ce texte de Brassailles. Graver son nom, son amour, une date sur le mur d'un édifice, ce vandalisme ne s'expliquerait pas par le seul besoin de destruction. J'y vois plutôt l'instinct de survie de tous ceux qui ne peuvent dresser pyramides et cathédrales pour laisser leur nom à la postérité. Les instants rares où l'on entend battre le pouls de l'existence suscitent une émotion si intense. Là, on croit relire le Neubet de tout à l'heure. Et Brassailles écrivait ça en 1960. Qu'ils appellent la pierre, le mur, l'écorce d'arbres pour s'y fixer. C'était déjà ainsi à Pompéi et probablement avant. Alors on voit que dans ce texte, simplement à partir des petits graffitis des années 30-60, que la société connaissait depuis longtemps et que tout le monde pratiquait plus ou moins, sous un tronc d'arbre, sous un arbre sur l'écorce, etc. À partir de ces graffitis, Brassailles ici nous pose différentes questions. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on gravait? Lui, il dit son nom, son amour, une date, mais c'est son livre, il classe les photos par type de dessin. Alors, il y a les noms, mais il y a aussi les animaux, il n'y a pas que le nom, l'amour, une date. Donc, quels sont les messages, déjà? Donc, ça nous renvoie à la question, les messages du street art aujourd'hui. Sur le mur d'un édifice, ils appellent la pierre, le mur, l'écorce d'arbre pour s'y fixer, c'est-à-dire où s'exprime ce type d'art. Vandalisme, besoin de destruction, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est fait, est-ce que c'est mal, et instinct de survie de tous ceux qui ne peuvent dresser de pyramides et cathédrales, donc c'est finalement le seul moyen qu'il leur reste, donc est-ce que c'est bien? Donc il nous pose évidemment la question aussi du bien ou du mal, du jugement qu'on peut porter sur ces manifestations in situ, comme on dit. L'expression in situ, c'est pour dire à l'extérieur. Alors, les origines, puisqu'il aborde la question des origines, je continue son texte, il parle de Pompéi, et il nous dit tout ce qu'on y trouvait, avec une vie sybarite, assez jouissive, qui s'exprimait par des choses très précises sur les murs. Il nous dit que c'est des témoignages importants. Et depuis Brassailles, depuis 1960, on a fait d'autres découvertes et des graffitis. On en a trouvé comme ceux que vous voyez à gauche, en haut. Ce sont des graffitis sinaïtiques dans des temples dans le Sinaï, construits à l'époque des pharaons, et qui étaient gravés par des ouvriers esclaves qui mouraient tous d'épuisement dans ces chantiers. Et c'est une trace de la société de l'époque. Et en plus de ça, ça a posé un gros problème aux archéologues. C'est la langue dans laquelle c'est exprimé n'est pas une des deux langues qui étaient pratiquées dans la région à cette époque-là. Donc ça en dit long sur une société et ça renseigne même sur les langues qui y sont parlées et ça a fait apparaître un autre langage qu'on ne connaissait pas,
qui est à mi-chemin entre les deux langues officiellement parlées dans cette région à l'époque. Alors, j'ai fait un petit raccourci amusant, je trouve. Est-ce que finalement, ces graffitis sinaïtiques et le U que vous voyez ici, il n'y a pas tout le texte, est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans un prolongement, sauf que nous avons d'autres moyens pour l'afficher et pour le faire, mais est-ce qu'on n'est pas dans la même logique, c'est-à-dire c'est le seul moyen qu'on a d'exprimer quelque chose, parce que eux, c'était vraiment le seul moyen qu'ils avaient. Ils gravaient ça sur les piliers des temples qu'ils étaient en train de construire et dans lesquels ils allaient mourir avant de voir le sommet. Bon, donc ils gravaient leur vie quelque part, ils laissaient un signe à la postérité d'une certaine façon. Et ça nous sert, ça sert les anthropologues, ça sert les archéologues, ça sert les historiens, etc. Donc est-ce que le graffiti d'aujourd'hui servira aux historiens de demain? Il est fait pour disparaître, c'est in situ, c'est dans la rue, c'est effacé, hein, c'est un jeu d'ailleurs entre les graffeurs. Ils effacent, ils écrivent par-dessus, etc. Et en même temps, il restera parce que nous avons la photographie, parce que nous avons les archives, et donc il renseignera certainement, et on le verra sur l'exemple des pochoirs tout à l'heure, qui commence déjà à le faire, il renseignera les historiens du futur sur la société d'aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai mis en parallèle un texte de Denis Rioux, Les graffitis entre interdit et légitimité, dans un ouvrage étonnant que j'ai découvert récemment, Création et prison, qui est paru en 1914 aux éditions de l'Atelier. L'observation des graffitis, incomparable source d'informations sur la face cachée des pensées et des pulsions humaines, remplace avantageusement l'étude des statues antiques. Picasso, à qui Brassailles montre ses photographies de murs graffités, s'émerveille. La création pure, c'est un petit graffito, un petit geste sur un mur. Il reconnaît d'ailleurs à la fois avoir copié lui aussi des graffitis et en avoir tracé ici et là dans sa jeunesse. L'urgence du geste, l'authenticité du propos et l'invention qui préside à sa traduction graphique deviennent des qualités désirables quand la violence de la rupture accède au rang de valeur esthétique. Je trouve ce texte très beau. D'abord, parce qu'il nous dit l'empreinte de l'art reconnu au graffiti, puisque Picasso reconnaît lui-même qu'il a emprunté au graffiti pour les reproduire dans ses œuvres et s'en inspirer, etc. Il en a pratiqué lui-même. Et puis, il y a un émerveillement, hein, de Brassailles comme de Picasso devant ça. Et puis, l'urgence du geste. Hein, on retrouve un petit peu aussi le texte de Nebet tout à l'heure. L'urgence du geste, l'authenticité du propos, l'invention. Alors l'invention, on a vu sur les deux diapositives au début que l'esprit d'invention et l'imaginaire est assez extraordinaire dans ce qu'on voit sur les murs. Et j'aime bien la fin, la violence de la rupture accède au rang de valeur esthétique. Voilà. Donc là, on a, je ne dirais pas une réponse, mais pour moi, un questionnement essentiel. Est-ce que la violence de la rupture, et de quelle rupture dans la société, hein, les jeunes qui ont commencé à pratiquer ça depuis une quarantaine d'années, est-ce qu'il n'y avait pas la violence d'une rupture par rapport à une société qui fait que ça accède petit à petit au rang de valeur esthétique et puis c'est récupéré après au rang de valeur marchande. Voilà. Alors, où s'exprime, ça c'est la question du quand et des origines, hein, du texte de Brassailles tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'il s'exprime, cet art? Voilà, je résume par, on aurait déjà pu le dire à partir des deux premières diapositives, je résume par partout. C'est-à-dire qu'on le trouve maintenant absolument partout. Je donne quelques exemples, hein, un mur de Berlin avec une œuvre monumentale, Marseille, ça date pas plus tard que de la semaine dernière, cette photo. Là, on n'est pas dans une zone déshéritée, etc. On est en plein centre-ville. Est-ce que cet immeuble qui est en plein centre-ville de Marseille, ça a été voulu, on a laissé faire, les autorités ont laissé faire ou non, on peut se poser la question, mais n'empêche que c'est là, et c'est pas du tout dans le même genre d'endroit que celui que vous voyez là-haut. Paris, un peu partout, mais en particulier la rue des Noyers, qui est devenue un lieu carrément touristique, puisque c'est un lieu autorisé, cette rue évolue sans arrêt, ça change tous les jours, pratiquement. Et donc il y a des cafés, etc. C'est un lieu de visite dans le 20e, là, perpendiculaire au boulevard de Belleville.
Berlin encore, bon, ça c'était la photographie de tout à l'heure, dans certaines zones plus ou moins dédiées à ça, légalement ou illégalement, les fameux squats, etc. Beaucoup ont disparu à Berlin, des squats. J'étais allé au début des années 2000, des tas de squats ont été détruits, il y a eu d'ailleurs des réactions, des pétitions, etc. pour qu'ils ne le soient pas, où il y avait des artistes comme ça, des rideaux en métal sur des magasins, avec là un détail d'un superbe dessin de Duke Walker. Et puis l'exemple de Lisbonne, qui est récent aussi. Alors là, vous avez ce tramway tagué, mais en fait, il est en train de monter une rue qui est entièrement taguée, sauf que c'est officiel. C'est-à-dire que c'est une galerie municipale à ciel ouvert, de même qu'on verra plus loin l'East Side Gallery à Berlin, qui est aussi une galerie officielle à ciel ouvert. Voilà. Donc là, on est dans le registre de la récupération. Et en même temps, c'est un lieu très visité, très touristique. Les touristes à Lisbonne adorent aller prendre ce petit tramway qui met 2-3 minutes pour monter la rue. Et on voit toutes ces œuvres. Il y a des panneaux qui ont été installés par la municipalité pour les artistes, mais évidemment, les murs sont tagués tout autour. Et la municipalité de Lisbonne, on va le revoir avec Wills après, a voulu un petit peu canaliser tout ce qui se passait dans la ville, justement, en autorisant des lieux officiellement et en montant même un projet culturel. Bon, ça n'a pas suffi, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore des graffitis un peu partout à Lisbonne. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Ça reste en question. Alors, la société nous dit depuis longtemps que ce n'est pas bien. C'est même un crime. Alors, on ne va pas détailler ces textes, mais j'ai mis en parallèle, parce que ça date de la même époque, le texte de Bloomberg, maire de New York, et de son directeur de la police de New York. Voilà, le vandalisme du graffiti, qui est un crime qu'on peut punir par des peines de prison, des amendes, etc., qui coûte très très cher à la société, évidemment. Et en plus de ça, il ajoute que les statistiques révèlent que les graffitis ne sont pas juste commis par des jeunes, mais aussi par des adultes, et que ça a un lien évidemment avec la drogue, la violence des gangs, et même certains groupes un peu relevant de l'occultisme, etc. Bon, alors c'est vrai, mais évidemment ce n'est pas que ça. On trouve toutes les populations et on trouve toutes les tendances et toutes les appartenances là comme ailleurs. Et moi, les témoignages que j'en ai, que j'ai pu vérifier, ils sont pas. Il y a beaucoup qui n'étaient pas ni drogués, ni dans des gangs, ni dans des sociétés occultes, etc. J'en parlerai, je vous donnerai un petit exemple après, vous allez voir. Et puis donc en parallèle de ce texte de Bloomberg, une réponse de Claude Bartolone, ministre de la Ville, à une question qu'on lui posait au Sénat en 2001, c'est ça, oui, où il nous dit la même chose en fait. Hein. Bon, il ne fait pas référence à la drogue, etc. Il est plus sur l'aspect légal-illégal, et c'est illégal. Et c'était normal que ce soit condamné, parce que ça a été une dégradation aux yeux de la société, et ça l'est encore à certains endroits, évidemment. Simplement, quand on fait l'historique, quand on le parcourt, cette histoire du street art, enfin de tout ce qui a existé sur les murs, on regarde ce vandalisme avec un œil un peu différent. On se dit, bon, ça a été un passage, c'est peut-être encore un passage pour aller vers autre chose. Voilà, c'est un petit peu, moi, ça a changé mon regard. Mais Claude Bartolone répond la même chose, à savoir les travaux d'intérêt général. Hein, on peut être condamné à des travaux d'intérêt général, à des peines de prison, à des amendes, etc., etc. Alors, un exemple classique, c'est la condamnation de Zloty Kamien, qui était un artiste reconnu, en 1984, parce qu'il avait dessiné ses éphémères sur les extérieurs de la Fondation nationale des arts plastiques, dans laquelle se tenait une exposition d'artistes dont les parents avaient connu les camps de concentration. Et Zloty, partant du principe que beaucoup de gens n'entreraient pas dans le lieu pour aller voir ça, et n'entreraient jamais dans un musée sur l'histoire des camps de concentration et de ce qui s'y passait, etc., eh bien, a voulu marquer l'événement en attirant l'attention des gens par ces éphémères qu'il avait dessinés sur le mur donc, de cette fondation, et ça lui a valu un procès et une condamnation en 1984. Voilà. Donc c'est illégal, évidemment.
Quant aux statistiques sur la nature des personnes qui pratiquent ces dégradations, j'ai un exemple, vous avez vu tout à l'heure une photo de la Seine-sur-Mer, j'ai rencontré une fois, je suis allé en reportage sur la voie ferrée, au bord de la voie ferrée, près de la Cité Berthe, là-bas. Il y avait un groupe qui était en train de faire un mur. Ils m'ont regardé approcher, j'ai fait un signe de la main, ils m'ont laissé venir et puis finalement ils m'ont complètement intégré, j'ai fait des photos de ce qu'ils faisaient et puis j'ai discuté avec eux. Ils n'étaient pas dans des ghettos du tout. Ils étaient à la limite de ce qui était déjà considéré un peu comme un ghetto, mais ils étaient là. Je me souviens, il y avait un fils d'instituteur, un fils d'un professeur et un fils d'un biologiste. Bon, ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas dans des gangs, ils n'avaient pas l'air plus drogués que ça. Et ils étaient dans le plaisir de réaliser dans l'illégalité, c'est le plaisir de l'illégalité, une œuvre en commun qu'ils considéraient comme esthétiquement belle et dans un lieu où elle allait être vue par beaucoup de gens, puisque c'est l'endroit où les trains, en arrivant à Toulon, commencent à ralentir, donc on a le temps de voir ce qu'il y a sur ces murs. Donc voilà, leur motivation était là. Voilà. Et en même temps, ils se mettaient en danger par l'illégalité que ça représente par la société, mais ils se mettaient aussi en danger par rapport, justement, à l'endroit où ils le faisaient, qui était à la limite d'une zone où ils risquaient d'avoir des problèmes aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient sur un territoire qui n'était pas le leur, et ils pouvaient avoir des problèmes aussi. Donc c'était un vecteur supplémentaire de leur motivation et de la crainte qu'ils ont eue quand ils m'ont vu approcher, d'ailleurs, parce que d'abord ils ont dû se demander si j'étais de la police ou bon, je n'avais pas trop la tête à faire partie d'un gang machin. Mais voilà, donc ils se sont concertés, je leur ai fait signe, j'avais l'appareil photo autour du cou et tout, donc ils m'ont fait signe de venir. Mais ils étaient dans la crainte, c'est évident. Et c'est quelque chose que j'ai retenu à chaque fois que j'ai vécu ce genre de circonstances. Je suis allé dans des endroits, des fois, qui peuvent paraître un petit peu risqués, et je suis tombé sur des bandes comme ça. C'est pas moi qui avais le plus peur. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire, et j'ai toujours été très bien accueilli. C'est eux qui avaient peur de qui j'étais. Qu'est-ce que je représentais? Est-ce qu'il fallait qu'ils partent en courant du fait de mon arrivée? Donc ça inverse quand même le schéma qu'on pourrait en général imaginer. Je continue avec, sur ces questions, un témoignage de C215. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai oublié d'insister dessus sur la deuxième diapositive. C215 fait des choses magnifiques sur les murs. Enfin, là c'est mon jugement esthétique, donc il m'appartient. Des portraits avec des couleurs extraordinaires. Il en a fait un dernièrement à propos de l'affaire Taubira et des insultes dont elle a été victime. Il en a fait un qui a fait du bruit, de Christine Taubira, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons que ça, pour manifester son soutien à Christine Taubira par rapport à ce qui a été dit sur elle. Et donc il est reconnu maintenant, c'est 215. Et là, il nous pose des questions, voilà, aussi, par rapport à cette histoire de street art qu'il va qualifier de fourre-tout. Donc il nous dit, c'est un texte que vous pouvez lire sur Internet, hein, qui est sur le site de rue 89, Nouvel Observateur. Depuis quelque temps, en particulier depuis le succès planétaire de Banksy, on va en reparler, il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne relatent un événement lié aux arts urbains, exposition en galerie de street art, vente aux enchères de graffiti, musée à ciel ouvert ou répression du vandalisme. La reconnaissance des arts urbains par le public et les médias atteint des sommets. Pour autant, je m'étonne de l'absence de distinction des différentes pratiques composant les arts urbains. Première question. Leur regroupement sous le terme fourre-tout street art est très commode, mais ambigu plus qu'il ne clarifie. C'est un peu le cas aussi, d'où ce que je vous ai annoncé au départ, je ne donnerai pas de définition de ce qu'est le street art. J'ai fait mes premiers essais de graffiti en 1989 et suivi depuis l'évolution de ce type d'art de rue. Il me semble que plusieurs générations se sont succédées. Depuis, les ambitions et les pratiques sont si différentes qu'elles méritent distinction. C'est vrai aussi, il y a eu des étapes. Jack Stewart l'analyse très bien sur les graffitis de New York, sur les 20 ans ou 25 ans sur lesquels il les a analysés. Il y a eu des périodes, il y a eu des étapes, il y a eu des transformations. Donc il y a une histoire précise à faire déjà sur les 40 dernières années. Ça ne s'est pas fait en un jour.
Donc voilà, là on a le témoignage d'un homme du terrain qui pose les problématiques qu'on va retrouver après dans un extrait du texte de Christophe Genin dont je parlais tout à l'heure, qui est ce professeur à la Sorbonne, qui pose aussi les mêmes problématiques et quelquefois pratiquement dans les mêmes termes. Alors nous avons tous assisté à la prolifération de ces inscriptions sauvages dans les paysages urbains, puis ensuite bien au-delà. Alors l'explosion, je reviens un petit peu, là maintenant évidemment je me situe dans la période récente, hein. J'oublie Brassailles, j'oublie les graffitis sinaïtiques quand même, hein. Je reste dans les années, de la fin des années 60 à aujourd'hui. Donc l'explosion des graffitis sur nos murs et autres supports est évidemment reliée à celle des graffitis, des tags donc, aux États-Unis. Et je vous montre sur les 4 photos que vous avez ici. Bon, ce sont des photos relativement récentes. Et ici, vous avez le New York Times de 1971 avec Taki 183, qui est considéré comme un des pères du graffiti. Donc le graffiti, en fait, est parti de là. C'était pas les grosses lettres de colorées et tout. Il a fallu que les bombes apparaissent et que toutes les techniques puissent s'exprimer. Mais au départ, le graffiti sur les murs, c'était ça. C'est ce qu'on voit dans le New York Times de l'époque. Eh bien, regardez, Berlin, là-haut, c'est pas 2015, c'est 2014. C'était en novembre dernier, ça. Voilà une cage d'escalier à Berlin. On y voit la même chose. C'est-à-dire que ça perdure, et ça c'est le geste rapide, et pour des gens qui ont peu de moyens, ils ont juste un feutre et ils vont graver leur nom, écrire leur nom. Et là ça nous renvoie à l'ouvrage de Jack Stewart, ça existe toujours, et puis après il y a les évolutions des différents styles, mais on est toujours dans la même logique. Alors, ce qui est intéressant dans l'article du New York Times, c'est que d'abord il nous dit que Taki 183 a engendré des centaines d'imitateurs. Bon, il n'est pas l'initiateur de tout, il y en avait d'autres évidemment, mais c'est un personnage important dans l'histoire du graffiti américain, ce Taki 183, adolescent hein, à l'époque. Et on nous donne le coût de ce que ça coûte aux autorités des transports new-yorkaises, ces dégradations évidemment. Mais l'article nous renseigne surtout sur un aspect fondamental des inscriptions de ces writers, comme on dit. Pourquoi il s'appelle Taki, déjà? Parce que c'est le diminutif de Dimitrius, qui est son deuxième prénom. Et pourquoi 183? Parce que c'est le numéro de sa rue. Et donc, il y a énormément de tags qui sont effectivement des lettres, hein, sous différentes formes, différentes couleurs et de chiffres. Et très souvent, ça veut dire ça. C'est un pseudo qui peut être emprunté à l'histoire de la bande dessinée, comme là, ici, vous voyez, à un nom d'origine grecque, un diminutif, des tas d'autres domaines, et puis un numéro qui peut être soit le numéro d'une rue, soit le numéro, quand on s'inscrit dans la lignée d'un artiste déjà, enfin d'un tagueur, eh bien on va dire ben, je suis Snake 1 par exemple, Snake 2, Snake 3, et on crée une lignée. Et alors ce qui est assez rigolo dans l'histoire de ces chiffres qui suivent quand c'est le nom de la rue, c'est que ça a permis à la police de les trouver. Évidemment, parce qu'ils savaient dans quelle rue ils étaient, et au plus ils s'approchaient de l'endroit où ils habitaient, au plus il y avait écrit leur nom et leur numéro, parce qu'évidemment ils commençaient par écrire beaucoup autour de chez eux, et puis voilà, donc ça a permis d'en arrêter beaucoup à l'époque. Il a fallu qu'ils revoient un petit peu leur pseudo. Alors, Béatrice Frankel, dans l'article, un extrait de l'article « La délinquance lettrée des délinquants de New York », donc dans la revue Tribu que j'ai montré tout à l'heure, nous parle de la surface d'inscription qu'il vise, hein, est une surface abstraite qui sera atteinte au terme d'un jeu de relais. C'est la mémoire du plus grand nombre de lecteurs, c'est pourquoi il fait œuvre non de graveur mais de montreur. Son nom démultiplié, qu'il soit peint, dessiné, griffonné, tentera obstinément sa chance envers et contre l'effacement systématique et surtout contre l'oubli instantané inhérent à cette lecture flottante que pratiquent les citadins. Voilà, c'est une réponse à cette lecture flottante des citadins aussi. Et en langue de graffiteur, cela s'appelle to keep the name alive, garder son nom vivant. Donc on retrouve aussi là le texte de Brassailles de tout à l'heure. Hein. On ne peut pas dresser des cathédrales, on n'a pas les moyens, d'être là où on peut laisser un nom, et donc on va l'exprimer et essayer de garder son nom vivant d'une façon ou d'une autre.
Alors Jean Baudrillard, dont il va être question un peu plus loin à propos du muralisme, vous verrez, c'est vers la fin, faisait en 1976, dans le texte, dans le Cool Killer, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le même constat que Béatrice Frankel ou que Jack Stewart, sur le sens des mots et sigles démultipliés ainsi dans l'espace public. Mais alors il voyait dans ce mouvement une réaction contre la ville, l'urbain, je le cite là, la ville, l'urbain, espace neutralisé, homogénéisé, celui de l'indifférence et celui de la ségrégation croissante des ghettos urbains, de la relégation des quartiers, des races, de certaines classes d'âge, etc. Baudrillard, dans ce texte, faisait partir, je le cite, la vague des graffitis, des murs et des palissades des ghettos, pour l'avoir ensuite, et je le cite toujours, s'emparer des métros, des bus, des camions, des ascenseurs, des couloirs, des monuments, etc., etc. Ce ne sont que des noms, des surnoms, suivis du numéro de leur rue ou encore d'un numéro en chiffre romain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un indice de filiation, d'où le Snake 1, Snake 2, Snake 3. Il y en a un qui a signé Snake, qui écrivait Snake partout, et puis il y en a un qui a aimé son style, qui a voulu le reprendre et le continuer, donc qui a signé Snake 2, etc. Alors en fait, la réalité est plus complexe, et même si les ghettos noirs américains ont participé à ce mouvement, il n'est pas dit que qu'ils en soient à l'origine. C'était assez mélangé. Et en fait, il y avait des taggers qui étaient des adolescents des classes moyennes, mais qui étaient juste qui faisaient ça juste en réaction par rapport à une société où leur vie était toute tracée. C'était une façon de manifester. Pas une résistance à ça, mais une réaction et une originalité par rapport à une vie toute tracée. Voilà. Un monde confortable, donc ça n'est pas que les ghettos. Alors parallèlement, s'est développé évidemment un vocabulaire. Alors là, j'ai mis un nombre de termes qu'on ne va pas tous regarder. Graffiti, street art, art urbain, post-graffiti, graffiti-like, tag, subway art, scratching, muralisme, pochoirisme. Alors certains font référence à des techniques. Le pochoir, c'est le pochoir, c'est une technique. Le scratching, on l'a vu avec Wills, c'est une technique. Après, certains font référence à l'endroit où ça se faisait. Bon, le graffiti, le mot était ancien, on sait ce que ça veut dire. Street art, c'est dans la rue. Art urbain, c'est urbain en général. C'est plus large que la rue, peut-être. Après l'affichisme, l'affichisme, on sait ce qu'en a fait un De Villiers, par exemple. De Villiers, il a été connu, et c'est un artiste qui est majeur du XXe siècle, en allant déchirer des panneaux entiers, enfin récupérer des panneaux entiers d'affiches déchirées. Et il a récupéré, lui, des affiches. Puis il y en a qui sont allés, au contraire, coller des affiches pour faire de l'art dans la rue. Donc vous voyez que les papiers collés peuvent être utilisés dans les deux sens. On peut aller les coller ou on peut les décoller pour en faire des œuvres dans des musées ou dans des galeries. Bon, l'urban folk art, etc., etc. Et puis là, on retrouve d'autres termes en bleu. Et au début, vous voyez, les writers, donc ce sont ceux qui taguaient. Et on voit apparaître les noms des différents styles, depuis le Taki 183, qui était juste un nom avec un numéro écrit avec un feutre, jusqu'après au Bubble Style, ces grosses lettres arrondies que vous avez tous vues, au Wild Style, on verra un exemple tout à l'heure, au Hardcore Style, et puis depuis quelques années, avec l'émergence de la 3D dans le cinéma, dans les jeux vidéo, etc., eh bien, il y a le 3D Style, etc., etc. Le Old School Style, qui est celui de Taki, par exemple. Donc on voit apparaître un vocabulaire absolument foisonnant sur tout ce qu'on voit sur les murs. C'est pour ça que c'est encore de plus en plus difficile de se faire une idée de tout ça. Et alors, l'extrait du texte de Christophe Genin, donc dans son ouvrage Le street art au tournant, il nous dit, il se pose la même question finalement que C215 tout à l'heure, quel nom générique trouver, non pas pour mettre tout le monde d'accord, mais pour mettre tout ce monde de la rue dans le même sac. Voilà qu'on lui donne un nom, street art. Il est en train de nous parler du fourre-tout dont parlait C215 tout à l'heure. Voilà. L'expression est plurivoque, art issu de la rue, celle-ci en marquant la provenance physique et morale, c'est vrai. On l'a vu sur les exemples précédents, et c'est encore vrai. Il y a la rue... L'art peut venir de la rue, directement. Art exposé dans la rue, celle-ci étant une sorte de galerie gratuite, c'est vrai aussi. Les affiches, les pochoirs qui existaient déjà avant l'émergence du graffiti issu des États-Unis, et puis ce qui s'est fait encore par la suite, c'est des artistes ou des gens qui considèrent qu'ils ont
un cadeau à offrir à la rue, une œuvre d'art à offrir à la rue. Donc ils sont dans la démarche d'un art exposé dans la rue. Art représentant les entrecroisements brouillons de la rue, celle-ci étant le sujet mobile et labile, oui, il suffit d'aller rue des Noyers justement pour en juger, quoi. Le foisonnement qu'il y a, le mélange qu'il y a, vous avez les artistes qui sont là, les jeunes, les artistes plus installés et tout, qui sont en train de faire ces murs, et vous avez les gens qui sont là, qui boivent un verre, qui discutent avec eux, qui ne sont pas du tout de la même culture, etc. C'est un entrecroisement absolument étonnant, et ça n'est pas que là, évidemment. Art pour la rue, et c'est pas sans presser ou nonchalant, c'est un peu le texte qu'on a vu tout à l'heure sur Taki, le texte de Béatrice Frankel, celle-ci étant un lieu de destination, de rencontre, de chemin commun, de trajectoire partagée. Tout est possible puisque la situation est confuse. Voilà. Donc en fait le constat il est un peu là, c'est pour ça que je trouve que le texte, l'ouvrage de Christophe Genin fait des constats comme ça sur différents champs, sociologiques, philosophiques, esthétiques, etc., aujourd'hui, qui marqueront. Et alors j'ai mis un exemple au milieu, c'est un exemple qui est un non-exemple. Voilà. Bon, j'espère que Mystique ne m'en voudra pas. Je photographie les pochoirs de Mystique depuis la fin des années 80, depuis l'époque où c'était une marginale qui se faisait certainement embarquer par la police assez souvent. Et donc j'allais vous mettre là un pochoir de Mystique datant de 1994. Mais j'ai correspondu avec elle dernièrement. Et elle m'a fait savoir que, bon, maintenant Mystique est reconnue, elle a fait une affiche d'un film de Claude Chabrol, si je me souviens bien, elle est exposée dans les galeries, elle vit de son art largement. Donc elle continue à faire des pochoirs, mais uniquement sur commande, avec contrat, donc avec les municipalités, avec voilà. Et puis, ces œuvres sont couvertes par des droits à l'image, et donc une obligation de traiter avec la société qui les gère, qui est l'ADA-GP, Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Donc je n'aborderai pas cette question du droit. J'avais le droit de vous mettre la photo de Mystique, ici, celle que j'ai. D'abord parce que c'est la définition de ce que faisaient ces artistes. C'était de l'art pour tous. Ils le donnaient. C'était un don. Alors que je n'ai pas le droit d'aller mettre une photo d'une œuvre que ferait Mystique aujourd'hui qui a été commandée, encore que, il faudrait que je sache si celui qui l'a commandé, à savoir par exemple une municipalité ou je ne sais trop, ou une fondation ou quoi, l'a fait dans le but d'offrir l'œuvre à tout le monde ou l'a fait dans un but de... Vous voyez ce que je veux dire, c'est très ambigu. Voilà. Là on est dans des problèmes de droit très ambigus, mais en France actuellement il est admis, le droit admet qu'à partir du moment où c'est dans la rue, ça appartient à celui qui le photographie. Et donc il a le droit de l'utiliser. De toute façon, quand vous voyez les milliers, si ce n'est les millions de photographies sur Internet d'œuvres de street art, s'il y avait un procès à chaque fois qu'on en met une, eh bien, ça en ferait des procès. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ce clin d'œil à Mystique. C'est contre-productif pour elle. Parce que si vous ne la connaissez pas, ben vous ne la connaissez toujours pas. Je lui ai fait quand même un peu de publicité. Vous irez peut-être voir sur Internet en rentrant chez vous. Donc je lui fais malgré tout de la publicité. Mais peut-être que ça vous aurait intrigué de voir son œuvre, que ça vous aurait intéressé, que vous auriez été des clients potentiels de sa future exposition. Donc c'est contre-productif, ce droit à l'image. Bon. Mais elle ne m'en voudra pas parce que je viens de lui faire beaucoup de publicité. Alors la rue a été depuis longtemps donc le lieu de l'expression qui ne pouvait se faire ailleurs ou qui nécessitait l'urgence qu'elle permet. La rue permet l'urgence. Alors que si on passe par le plan institutionnel de la reconnaissance, etc., ben, le temps que cette œuvre, par rapport aux événements du 7 janvier, apparaisse, vous voyez le temps qu'il aurait fallu. Cette œuvre, elle était sur un mur à Marseille dans les jours qui ont suivi. Bon, et c'est une œuvre d'art, voilà. Bon, donc l'urgence de la rue permet d'être réactif et donc c'est aussi un des sens aujourd'hui du street art. Il y a eu beaucoup de choses sur Je suis Charlie, souvent des choses très rapides, très simples, et puis il y a eu des choses beaucoup plus fouillées comme ce portrait de Camus. Et l'auteur de cette peinture signe sans le dire, puisqu'il suffit de regarder les lettres écrites en rouge. Son pseudo, c'est Juisse, en fait. Voilà, sa signature habituelle, c'est Juisse. Donc son nom intervient.
Alors, je me suis permis, après, on va commencer notre promenade pour terminer l'exposé dans des diapositives sur les pochoirs, en particulier sur les murs. Je me suis permis de mettre sur celle-ci d'abord, à gauche, des choses qui nous montrent voilà, l'évolution des tags, c'est-à-dire du writing de Taki 183. Là, on est en 1986 en France. Donc, c'est arrivé en France à la fin des années 70, début des années 80 surtout, en rapport aussi avec des cultures musicales, la culture rap, etc., etc. Et donc on voit l'évolution des styles, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les différents styles, le bubble style, le wild style, le 3D. Maintenant on voit beaucoup de 3D style. Et puis la société s'est intéressée très vite à ça, parce que si vous regardez le film, vous avez ce film donc, de Vecchione sur les writers, mais vous aviez déjà en 1990 des reportages à la télévision. Vous pouvez voir ça sur Internet, hein, ils sont en accès libre, sur Rap et Tag par exemple. Et donc la société a été interpellée pour des raisons d'abord de vandalisme. Il y a eu des tas de reportages sur l'horreur que c'était, et puis en même temps, après, des reportages beaucoup plus sociologiques où on allait voir pourquoi et comment ils pratiquaient et quelles étaient leurs motivations, etc. etc. Donc ça a interpellé la société très très vite. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et alors ce que j'ai mis à droite, c'est un petit peu l'histoire plus française du street art, à savoir les affiches collées. Donc j'ai mis ce fameux, ça marche, oui. J'ai mis ce fameux Rimbaud en jeans de Ernest Pignot-Ernest, qui est une référence qui a fait en grande partie sa célébrité, mais qui est une œuvre qui est connue dans le monde entier, qui a été reprise par des tas de gens. Mais Ernest Pignot-Ernest donc avait commencé par des affiches collées comme ça sur le plateau d'Albion dans les années 60. Donc c'était avant l'émergence des graffitis d'aujourd'hui. Dans les années 60 pour dénoncer l'installation des têtes nucléaires, des fusées nucléaires sur le plateau d'Albion. Et puis après il est allé dans des tas d'endroits et il a fait toute la montée de la butte de Montmartre, du Sacré-Cœur, tous les escaliers avec des grandes affiches avec ses dessins sur l'histoire de la commune de 70, de 1870, etc. Donc Pignot-Ernest a été connu, est un artiste reconnu et à juste titre, parce qu'il faut le voir faire. Il y avait eu un reportage sur Arte, on le voit dessiner un Christ à l'envers comme ça. Il faut le voir faire, c'est un artiste extraordinaire, Pignot-Ernest, mais il a commencé comme ça. Oui, Pignot-Ernest, je le disais tout à l'heure, insiste beaucoup sur le fait que le support fait partie de l'œuvre. Il faut voir qu'il est allé coller, par exemple, dans les vieux quartiers de Naples, et c'est vrai que quand on voit les photos sur Internet, ces collages, ces affiches collées dans ces quartiers, le décor en lui-même est aussi important que l'œuvre qui est collée dans le décor. Voilà. Et il insiste là-dessus. Alors j'ai illustré aussi le fait qu'évidemment il y a eu les années 70, il y a eu mai 68, etc. Donc des choses qui s'exprimaient de cette façon-là. Et puis je me suis amusé à faire un parallèle entre le Sois jeune et tais-toi, où on voit le général de Gaulle museler un jeune, et donc en 68 et en 1984, Nous sommes si jeunes, nous ne pouvons pas attendre, où on voit une jeunesse qui exprime une urgence. Voilà. Et cette urgence et ce désespoir, je le retrouve de plus en plus dans les photographies que je prends. C'est-à-dire que on a eu une époque où la jeunesse exprimait une révolte, un espoir, des idéaux, et on est passé à une époque où elle exprime plutôt un désespoir, et vous allez le voir sur les pochoirs qui vont suivre. Donc je vais partir sur les pochoirs. Il me reste... ça va être une technique, des styles et des messages très différents. Alors, évidemment, je rends hommage, comment faire autrement, à Banksy, avec ce fameux mur à Bethléem, ce fameux mur que certains appellent le nouveau mur de la honte, et où il a fait cette petite fille avec ses trois ballons qui s'envolent, avec ses trois ballons, pour symboliser la liberté, où il a fait des choses telles que ce que vous voyez ici. Bon,
On ne peut pas faire un exposé sur le street art sans citer Banksy, sachant que maintenant, si vous voyez un pochoir de Banksy sur un mur, dépêchez-vous, prenez votre tronçonneuse, découpez le morceau de mur, et vous êtes pratiquement assuré de gagner entre 500 000 $ et $1 million. Bon, donc voilà, le street art peut mener à ça. Mais il en est de l'art en général. Un Van Gogh ne valait pas grand-chose le jour où Van Gogh le produisait. Et on voit ce qu'il vaut aujourd'hui. Donc voilà, il a toujours été ainsi. Et puis il en a toujours été ainsi de la récupération de l'art par la société marchande, la bourgeoisie installée qui va digérer ce qui au départ pouvait être une contestation et donc va quelque part annihiler le geste contestataire en le digérant. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité et ça existera toujours. Voilà, donc on va se promener un petit peu. J'ai commencé par vous montrer ici des pochoirs à caractère politique, engagé ou identitaire à 20 ans d'intervalle. Donc en voilà donc pris il y a une vingtaine d'années, vous voyez, 94, 91. Alors on avait déjà des sans-abri. Donc, vous voyez que ça nous renseigne sur la société, comme les graffitis sinaïtiques ou comme ceux de Pompéi, et sur ce que les gens avaient envie de laisser comme message, parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens. Donc il y avait des sans-abri et il y avait des maisons vides dont on murait les portes pour pas qu'elles soient squattées. Voilà. Le rêve était révolu, mais la révolution pouvait toujours être espérée. Ça, c'est le battleur. Alors je rends hommage à ce pochoiriste, le battleur. J'ai mis longtemps à savoir qui il était. En fait, je ne sais pas qui il était vraiment, mais je sais malheureusement qu'il est mort au début des années 2000, et il a fait des choses admirables sur les murs de Paris, que je l'ai suivi à la trace pendant les années 80-90. Il a fait des choses, vous verrez un Corto Maltese tout à l'heure qui est assez admirable, une très belle technique du pochoir. Voilà. Et il a servi d'exemple, comme je le disais, à Pedro, mais à d'autres par la suite. Bon, on est en 91 pour la roulette russe, la chute du mur, etc. Donc l'actualité est aussi présente. Notre cher ministre de l'Intérieur de l'époque, il fallait inventer l'effet keuf cool pour s'en débarrasser. Alors là c'est amusant aussi parce que d'abord ça nous renseigne sur un ressenti d'une jeunesse par rapport à un ministre en particulier, mais ça nous donne aussi déjà une image de l'impact de la publicité, puisque le message contient un jeu de mots qui utilise un message de la publicité de l'époque. Voilà. Donc c'est aussi intéressant sur un plan sociologique et sur un plan du témoignage de l'époque. Bon, la guerre des États, contre la guerre des États, à l'époque Saddam Hussein, les États-Unis, les interventions, etc., etc. Donc il y a des messages de ce type-là. Les messages toujours idéalistes, la mort n'éblouit pas, avec un joli E à la fin d'éblouit, les yeux des partisans. Et puis des messages identitaires, comme celui qui est en haut. Alors là, ça pourrait nous renvoyer au mariage pour tous et à tout ce qu'on a vu ces dernières années par rapport au mariage pour tous. On verra le pendant 20 ans après dans la dépôt qui suit. Voilà, un très joli texte qui exprime en même temps un état des choses et une revendication quelque part du droit à la différence et à l'amour pour tous. Voilà. Alors, 20 ans après, on voit que c'est quand même plus pessimiste, je dirais. Celui-ci, attendre, il y en a qui sont morts comme ça, attendre la réussite, il y en a qui sont morts comme ça, il date, je l'ai photographié à Marseille il y a une quinzaine de jours. Ça en dit long sur ce qu'on peut ressentir à un certain niveau de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Même s'il y a de l'humour, mais ça en dit long. Désobéissance, bon, ça existe toujours, il y était tout à l'heure. L'actualité, Rémi Fraisse, on ne l'oubliera pas. Et ça, on le voit partout dans Marseille. Alors, je ne sais pas ailleurs, je ne suis pas allé voir ailleurs là, ces derniers temps. Mais à Marseille, en tout cas, Rémi Fraisse, on le voit beaucoup, ce pochoir. Ni rigueur ni troïka à Lisbonne, bon, c'est la jeunesse communiste du Portugal qui a fait ça, mais voilà, ni rigueur ni troïka.
Alors la référence à l'oncle Sam avec We Want You to Enjoy Street Art, donc là c'est aimez-nous, aimez ce que nous faisons, le street art. Après vous voyez l'égalité, hein, où est l'égalité aujourd'hui, le gaspillage, le nucléaire, les problèmes nucléaires, après Fukushima, etc. Donc on a des témoignages d'une population qui ne peut pas exprimer autrement, d'une société à un moment donné. Le discours sur l'identité, tous les débats sur l'identité, alors on utilise ces gamins avec une référence évidente à la bande dessinée ou au dessin animé. Bon, excusez-moi l'expression, à l'identité nationale, ça trouve le cul, voilà, c'est la façon qu'a eu la personne d'exprimer ce qu'elle pensait du débat sur l'identité nationale, mais ça nous renseigne aussi sur le fait qu'il y a un débat sur l'identité nationale à ce moment-là. La liberté guidant Pôle emploi aussi, ça en dit long sur le constat. Et puis, à nouveau, le message identitaire là-haut, hein, le pendant du précédent, et puis le message identitaire ici, sur « donnez-moi le droit au transsexualisme ». Voilà. Donc la rue a exprimé des choses comme ça, et on peut voir l'état un petit peu de la société à travers ce qu'elle exprime. Vous voyez, à 20 ans d'écart, hein, je pourrais revenir sur la diapo précédente pour qu'on recompare, je n'ai pas trop le temps, mais à 20 ans d'écart, on voit que les messages ne sont pas les mêmes et qu'ils expriment d'autres réalités, d'autres vécus, d'autres ressentis de la société. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai fait un petit peu la même chose sur les pochoirs à caractère plus culturel. Bon, ben là, vous avez tout, hein, vous avez la référence à la bande dessinée, au dessin animé, vous avez, voyez, alors voilà le Corto Maltese de Butler et l'Enfant des rues ici aussi du même Butler. Vous avez Tif et Tendu, voilà pour la bande dessinée. Après vous avez Dali ici pour la peinture, Ferré pour la chanson, Gainsbourg, Baudelaire, Charlie Parker, Bette Davis pour le cinéma. Ça, ce sont des références qu'on avait il y a une vingtaine d'années sur les murs. Et là, bizarrement, ça ne change pas tant que ça. Et je crois que ça ne change pas tant que ça parce que c'est peut-être un peu les mêmes qui continuent. Parce qu'une fois qu'ils sont installés dans ce style, c'est ce qu'a fait Mystique, c'est ce que fait Pedro, c'est ce que font Blake Lerat, qui est un des artistes majeurs du pochoir en France. Ils ont commencé dans un style, ils ont leur culture, ils ont leurs références. Donc, un Pedro, par exemple, qui a des références à Ferré ou à Baudelaire, 20 ans après, il aura toujours ses références. Alors, il ne fera pas un pochoir de Ferré ou de Baudelaire, mais il fera un pochoir issu de sa culture. Donc, 20 ans après, on trouve des choses qui ne sont pas si éloignées de ce qu'il y avait à l'époque. On trouve un Jimi Hendrix, par exemple. On trouve un Clint Eastwood, ça c'est le cinéma. On trouve un Foucault. On trouve encore un Rimbaud, évidemment. On trouve un Freud. On trouve une référence à Hitchcock. Hitchcock n'est pas un des cinéastes d'aujourd'hui, donc c'est pas une jeunesse d'aujourd'hui qui va faire un pochoir de Hitchcock sur les murs. Voilà. Et puis, de jolis petits textes sur le principe de l'art, de Wilby par exemple, et puis des références aussi à l'art lui-même, parce que quand on regarde ce Circa 2012 ici, on a l'impression de voir un Liechtenstein. Donc ça, je n'ai pas eu trop le temps de faire des diapositives là-dessus, mais il y a beaucoup d'œuvres sur les murs qui sont à la manière d'eux. Voilà. À la manière de Picasso, sur le mur de Berlin en particulier, sur l'East Side Gallery, il y a des références évidentes à Picasso, il y a des références évidentes à des tas d'artistes, à l'expressionnisme. Bon, là, ici, on a une référence évidente à Liechtenstein. Bon. Voilà, donc ça nous parle aussi de ça, de cette culture-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été digéré, qu'est-ce qu'a aimé l'artiste qui fait ce qu'il fait sur le mur. Là, lui, il a dû aimer Liechtenstein, c'est sûr. Voilà. Alors j'en viens aux fresques murales, donc ça touche à sa fin. Alors les fresques murales, on trouve de tout sur les murs, des fresques gigantesques et de plus en plus sur commande. D'accord, c'est-à-dire que ça devient un décor, et on va en parler de suite. Alors là, vous avez des fresques. Vous voyez celle de la Seigne-sur-Mer, toujours, 1997. Là, on est dans la culture rap. Et on voit l'agressivité de cette culture et ce qu'elle revendique, etc. Et vous voyez cette grande photo sur fond bleu, et le détail qui est ici. Regardez cet enfant sur le sommet de ce building qui est en train de pleurer.
Là, on est dans la solitude de la ville et on est en 2012. Voilà. Là aussi, ça évolue. Dans ces grandes fresques, on voit les messages évoluer et on voit d'autres choses s'exprimer. La ville impersonnelle, on la trouve beaucoup. Après, on trouve aussi des choses beaucoup plus amusantes et puis des choses complètement délirantes, parce que moi, ce qui me surprend énormément, c'est l'imaginaire de ceux qui font ça. Ils ont un imaginaire qui est extraordinaire. On voit des choses, ils inventent des mondes. Alors il y a forcément évidemment des références au manga, à la bande dessinée, aux jeux vidéo, etc. On voit qu'ils sont marqués par ça. Mais malgré tout, il y a de l'imagination, ils ont des mondes. Alors moi, ça m'a rendu encore plus flou la frontière. Là, je me hasarde dans ce que je vais dire, hein, mais du Buffet, c'est quand même inspiré des graffitis aussi, donc je peux peut-être me permettre de le dire. Ça me rend plus flou la frontière entre certaines choses du street art, de la spontanéité dans la rue, et ce qu'on appelle l'art brut. J'ai l'impression, parce que je travaille avec des artistes qui animent des ateliers dans un hôpital psychiatrique et où je vais voir les œuvres et où je vais voir les malades faire ces œuvres. Donc je vois, et je vois leur spontanéité, je vois leurs gestes. Ils n'ont pas de culture a priori, ils ne sortent que ce qu'ils sortent d'eux. Voilà. Et j'ai l'impression souvent de voir ça aussi dans la rue. Et donc pour moi, la frontière entre street art et art brut est devenue floue. Voilà. Je pense qu'il y a une réflexion aussi à mener là-dessus. Parce que pas tous les malades, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, ne sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques. Et donc leur art, qui est un art à part entière, et merci lui fait de nous l'avoir fait reconnaître, même si le musée d'art brut nous a échappé puisqu'il est à Lausanne, on n'en a pas voulu en France à l'époque. Merci de nous l'avoir fait reconnaître, mais cette frontière, à mes yeux, est assez floue. Et je vois de l'art brut dans la rue très très souvent. Enfin, c'est mon ressenti là, je parle pas, c'est pas une position scientifique que je donne. C'est une impression. Alors bien sûr que les murs, ça existait depuis toujours, et donc là, le crime était légal. Donc ce n'était pas un crime. Là, je cite le texte de Jean Baudrillard de tout à l'heure, un autre extrait. Alors, on ne va pas le lire tout entier. Malgré les apparences, les city walls, les murs peints n'ont rien à voir avec les graffitis. Ils leur sont d'ailleurs antérieurs et leur survivront. Donc, il cite le City Walls Incorporated, organisation fondée en 1969 à New York pour promouvoir le programme et les aspects techniques des murs peints, budget couvert par le département des affaires culturelles de la ville, et avec des fondations comme la fondation David Rockefeller. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on condamnait les graffitis, évidemment, eh bien, on encourageait. Enfin, on finançait des murs, mais alors là, par des artistes connus et reconnus. Bien. Et le but, c'était quoi ? L'idéologie artistique, l'alliance naturelle entre l'édifice et la peinture monumentale, son but, faire don de l'art au peuple de New York. C'est-à-dire que là, c'est les institutions qui décident de faire don de l'art au peuple. Et là, c'est légal. Par contre, quand c'est le peuple qui décide de faire don de son art au peuple, un peu n'importe comment, là, c'est illégal. Voilà. Là on voit bien les choses nettement exprimées ici. Alors, j'ai donné un exemple ils leur sont d'ailleurs antérieurs, parce qu'il n'y a pas qu'à New York ça existait, avec cet immeuble de la fondation de l'espace Rivera à Lyon, qui est issu d'une entreprise coopérative Cité Création qui finance, mais qui en vit, des œuvres monumentales depuis toujours, et dans la lignée du muralisme, le muralismo mexicain, dont un des grands représentants est Rivera, après la révolution mexicaine de 1910. Donc ça date d'avant 1969, et ça a toujours existé, les murs peints, y compris sur commande, ça date de bien avant les murs des années 60 ou 70 financés par la Fondation Rockefeller ou les affaires culturelles de la ville de New York. Alors donc, là où je suis moins d'accord avec le texte de Baudrillard, c'est quand il écrit « Les murs peints n'ont rien à voir avec les graffitis ». Je donne un contre-exemple de ça, mais j'en ai rencontré beaucoup. C'est l'exemple d'Ad Nate, qui est un artiste australien maintenant reconnu et qui vit de son art évidemment. Eh bien, Ad Nate, il nous dit: j'ai commencé à peindre comme un graffiti writer, un tagger, quand j'étais adolescent, et j'étais obsédé depuis le début
par le style wild style. Le wild style, c'est ce style-là de graffiti. Voilà. Bon, le style sauvage. Pas le bubble, pas les lettres en forme de rond, un style plus explosif. Voilà. Mais après 10 ans à peindre ça, ben, il s'est lassé et il a eu envie d'essayer autre chose. Il a essayé donc de faire des portraits. Et maintenant, ces portraits font le tour du monde. C'est-à-dire qu'il y a des murs peints, des portraits faits par Adnate partout. Donc, quand Baudrillard, mais on est en 1976, nous dit que les murs peints n'ont rien à voir avec les graffitis, moi les témoignages que j'en ai, puisque j'en lis aussi, ça c'est dans la revue VNA, Very Near Almost, qui est une revue anglaise sur les arts en question, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui font aujourd'hui des choses qui ne faisaient pas au départ, qui sont partis du tag, qui sont partis des lettres bâclées sur des murs ou n'importe où, et qui maintenant sont capables de faire, comme C215 tout à l'heure, des portraits d'enfants magnifiques, et avec des intentions. Hein. Lui, il veut communiquer des émotions. Et les portraits qu'il a faits, c'était sur les différentes ethnies qui vivent en Australie. Il essayait de faire tomber les barrières racistes et tout d'une certaine population en Australie. Ça a été sa motivation. Alors qu'il est parti du graffiti pur et dur au départ. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, et c'est ce qui, je vous disais au début, c'est ce qui me fait reconsidérer ce vandalisme. C'est vrai, ces dégradations, parce que moi aussi je vois des dégradations sur les murs. Et en même temps, je me dis, lui, il a commis ces dégradations au départ. Et aujourd'hui, il fait des choses qui sont admirables, qui servent une cause, et où il essaie de faire passer une émotion, et on les lui commande, on les lui demande. Voilà. Donc on voit que ça permet de relativiser le regard négatif qu'on peut porter sur ce qu'on voit quelquefois sur les murs. Même s'il y a des choses qui sont évidemment... Voilà, alors voilà, c'est légal, donc je vais terminer par 2 ou 3 diapositives fort illustrées par cette promenade, avec cet exemple de Blue à Berlin, un visage composé entièrement de corps. Bon, Blue est un artiste reconnu, et on le retrouve ici sur cette maison. Là, c'est la municipalité de Lisbonne qui l'a autorisé, et c'est devenu un lieu touristique qu'on va voir, où on a à la fois les Gémeaux brésiliens, Gêmeos, qui sont maintenant connus dans le monde entier, et Blue, le même, qui ont décoré cette maison. Voilà les 3 faces. On a l'East Side Gallery de Berlin. On en a fait des galeries à ciel ouvert. On l'a vu avec Lisbonne tout à l'heure, mais là on le voit avec Berlin. Alors vous avez le côté l'envers et le décor, hein, côté rue. Vous parcourez la galerie. Hein, pour ceux qui sont allés à Berlin, on y va presque automatiquement maintenant voir l'East Side Gallery quand on va à Berlin. Vous avez des œuvres qui sont... on voit bien que c'est fait avec une intention, que c'est pensé, c'est calculé, et même s'il y a des choses qui sont absolument extraordinaires, et qui renvoient à des styles, à des époques de l'histoire de la peinture, ou à des genres de l'histoire de la bande dessinée, etc. Donc c'est un exemple, un détail là, à gauche, et puis l'autre côté, qui est encore laissé comme ça... à ceux qui veulent bien aller y dessiner, y faire ce qu'ils veulent, et qui est du côté de l'Aspre, donc on peut promener, donc il y a la rivière qui passe, et on a ce côté-là de ce morceau du mur de Berlin qui fait plus qu'1 kilomètre ou 1,5 kilomètre, et où on a donc les deux types d'œuvres de chaque côté. Voilà. Et vous voyez là-bas cette œuvre réalisée par le Wills dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la partie du visage là qui est carrément gravée pour faire apparaître ce qui est dessous. Et l'autre partie, tout ce mécanisme, c'est Pixel Pancho. Et vous le voyez, il y a un petit panneau à côté sur le mur, c'est le Public Art Project de Wall de la mairie de Lisbonne, tout simplement. C'est-à-dire que ça devient un art officiel, sur commande, etc. Je termine avec une diapositive, parce que je ne pouvais pas parler de tout, ni de tous les sujets, ni de tous les messages, ni de toutes les formes, etc. etc. Donc là, j'ai fait une espèce de patchwork, parce qu'il y a aussi, évidemment, les fameuses lettres, le graphisme, etc. Il y a des murs gigantesques, ça c'est aussi à Lisbonne. On voit des références à des styles dans ce dessin, par exemple, à droite, là-bas. Il y a les affiches collées, dont celle qui est en haut à droite, qui était à Marseille aussi, si je me souviens bien.
Il y a, voilà, Alice par exemple, ce chien, elle fait ça exactement dans la même forme que C215. On se demande qui a influencé l'autre. Lui c'est des visages, elle c'est plutôt des animaux ou des enfants, mais on est dans la même technique et les mêmes tons, les mêmes couleurs. Il y a des influences, il y a des convergences, etc., etc. Des caricatures, des messages toujours. Hein, c'est Gazanao, je crois que c'est Lisbonne aussi. Voilà, tous les styles. Et puis, puisqu'il fallait finir sur quelque chose d'optimiste, je crois que je n'ai pas été trop pessimiste dans ce que j'ai raconté, j'espère. Sur quelque chose de joli, je vous ai réservé la dernière diapositive sur les enfants sur les murs. Voilà les enfants sur les murs, donc on peut voir les enfants représentés de très jolies manières, comme cet enfant en jaune avec son ballon bleu, à moins que ce ne soit la terre, dans les mains. Les enfants sont représentés à des petits garçons qui marchent là-haut. Ce visage ici, ça c'est à Athènes. Bon, après ils sont un peu. Là, c'est encore un C215 ici. Après, ils sont un peu utilisés, c'est un peu plus dérangeant. Et les nazis là-haut, avec un enfant qui a l'air de faire un geste pas très. Voilà. Ce joli petit enfant noir en bas, très joli dessin sur feuille collée, hein, sur affiche. Et puis en plus, on nous donne la solution à deux problèmes fondamentaux aujourd'hui, la surpopulation et les gaz à effet de serre dus à tous les ruminants que nous consommons. Et on nous dit, finalement, il suffit, pour régler les deux problèmes, de manger nos enfants. Voilà. Merci pour votre attention.